Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. Aujourd'hui, je reçois Anthony Galuso. Il est professeur des universités en sciences de gestion à l'université de Saint-Étienne. Ses travaux de recherche portent principalement sur les univers marchands et les cultures de consommation. Il a écrit La fabrique du consommateur et Le mythe de l'entrepreneur. C'est sur ce dernier livre notamment que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Anthony Galuso. Bonjour. Et bienvenue sur Oser. Merci de m'accueillir. Anthony, je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour parler entrepreneuriat et notamment mythe de l'entrepreneur. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et pourquoi tu as écrit ce livre ? Alors, Anthony Galuso, professeur d'université à l'IAE de Saint-Étienne. J'écris notamment des ouvrages pour la découverte. J'ai écrit La fabrique du consommateur en 2020 et là plus récemment Le mythe de l'entrepreneur. Et alors cet ouvrage, en fait, je l'ai écrit pour décrire l'imaginaire qui s'est développé autour de l'entrepreneur. Non pas l'entrepreneur comme on l'aborde souvent, c'est-à-dire comme une catégorie économique, comme une catégorie du discours économique, comme un pan de l'histoire de la pensée économique, mais bien davantage comme en fait une catégorie de discours qui circule dans nos imaginaires qui sont irrigués par toute une production médiatique, magazines, films, documentaires, etc. Ça donne à se représenter ce qu'est un entrepreneur et c'était ça mon objet. Mais moi j'ai adoré lire ton livre en tant qu'ancien entrepreneur, passé 12 ans dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que cet imaginaire que tu as au début potentiellement se déconstruit généralement quand en plus tu es sur le terrain. Et je retrouvais énormément de ces fils dans le livre. Peut-être pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu entends par le mythe de l'entrepreneur ? Alors un mythe, il faut bien comprendre que le mythe, c'est un terme que j'entends au sens anthropologique et mythologique, c'est-à-dire la science qui étudie les mythes. Il ne s'agit pas d'employer le mythe au sens simplement une idée fausse, comme le mythe de tel mythe en diététique par exemple, etc. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le langage journalistique pour casser des idées fausses. Non, là, la mythologie, au sens où je l'emploie vraiment, au sens anthropologique, c'est une narration sans auteur, de nature étiologique, c'est-à-dire qu'un mythe, ça nous explique toujours l'origine du monde, l'origine d'un monde, d'un phénomène. Voilà. S'il y a de la foudre, c'est parce qu'il y a un dieu qui est en colère et qui envoie la foudre sur Terre, par exemple, c'est étiologique. Et c'est un récit qui est tenu pour vrai dans les sociétés dans lesquelles il se raconte. Ça c'est important aussi, c'est-à-dire que de l'extérieur on peut dire voilà, ça c'est un ensemble mythologique, c'est une mythologie, mais c'est parce qu'on est celui qui va décrire de l'extérieur cette société, ce groupe. Mais on a un mythe de l'entrepreneur justement parce qu'on a une façon de se représenter l'entrepreneuriat dans certains milieux qui est une façon de se représenter l'entrepreneuriat qui est assez développée dans certains milieux, dans certains médias. Certaines personnes peuvent être incrédules et décrire ça de l'extérieur, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça que ça compose une mythologie. Ouais. Et ce mythe, du coup, cette narration, d'où est-ce qu'elle vient, en tout cas pour ce qui est de l'entrepreneur moderne ? Alors, mon objet, donc c'est pas l'entrepreneur au sens parce que parfois je fais des conférences devant des gens qui sont pas attentifs et qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas lu le titre du livre, donc ils n'ont pas vu le sous-titre sur l'imaginaire de la Silicon Valley, ils se disent mais pourquoi vous parlez pas des pâtissiers, des petits patrons de PME ? C'est pas mon objet. Moi mon objet c'est la célébrité entrepreneuriale. Donc celui qui est connu dans son pays, dans le monde entier, comme un entrepreneur, comme Steve Jobs, Elon Musk plus récemment. Et en fait, si on s'intéresse à l'histoire des célébrités entrepreneuriales, on se rend compte que les premières célébrités entrepreneuriales vraiment d'envergure nationale et internationale, c'est la fin du 19e siècle, c'est à ce moment-là qu'on les voit émerger. On a des gens comme Andrew Carnegie, des gens comme Rockefeller, qui en fait, fin 19e siècle, font de plus en plus parler d'eux dans la presse. Et pourquoi ? Enfin, c'est des raisons vraiment matérielles et technologiques. La presse de masse émerge seconde moitié du 19e siècle
On a des capacités de reproduction, voilà, du papier, de l'imprimé à très grande échelle et à très bas coût qui s'accroissent. Et on a la possibilité de faire circuler à l'échelle nationale aussi, parce qu'on a le marché qui émerge dans toute sa logistique, toute sa puissance logistique. On a aussi des réseaux d'information transatlantiques qui émergent. Donc on a des célébrités comme ça, comme Andrew Carnegie, qui est en fait, fin 19e siècle, connu au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, dans le pays où il était actif. Et en fait, on peut dérouler le fil à partir de là. Ok, donc ça commence vraiment à cette époque-là, en lien donc avec l'essor de la presse grand Mhm. public et qui va nourrir en fait cette narration d'une certaine sorte. Et le deuxième facteur, en plus de cette possibilité de diffusion d'informations par la presse de masse, c'est l'émergence d'une nouvelle forme institutionnelle qu'on appelle la grande entreprise multidivisionnaire, sur l'expression de Chandler, c'est-à-dire le fait que, on connaît tous, hein, enfin beaucoup de gens connaissent la célèbre formule, la main invisible du marché. Ça, c'est valable jusqu'au XVIIIe siècle, où effectivement, excepté les grandes compagnies coloniales, on est sur des entreprises de très petite envergure qui ont très peu de moyens et de prise sur l'espace et sur les matériaux, puisque voilà, on n'a pas de système de transport efficace, on a des routes qui sont assez précaires. On n'a pas encore le moteur, l'exploitation du pétrole, etc. Les capacités en fait de faire circuler des marchandises à très grande vitesse et à bas coût. Donc on a un marché qui est beaucoup plus précaire et qui est fragmenté comme ça dans une multitude de petites cellules entrepreneuriales, si on peut dire de manière un peu anachronique, qui communiquent de manière indirecte voilà, à travers le marché. Et voilà, on est sur des échelles qui sont assez modestes par rapport à ce qui va se développer à partir du 19e siècle. Au 19e siècle, justement, on a la capacité, avec tout un ensemble de phénomènes économiques, technologiques, de faire émerger des entreprises qui sont gigantesques, qui commencent à contrôler toute la chaîne de valeur. Donc voilà, une industrie pétrolière qui contrôle les puits, l'acheminement, les pipelines, la transformation, la vente. Et donc, on a des grands empires qui commencent à se constituer, à se consolider en monopole, fin 19e siècle. Et ces grands empires vont être en capacité d'enrégimenter en leur sein des milliers et des milliers de travailleurs et d'employés et d'avoir une influence considérable sur la vie d'un pays. Par le lobbying, la capacité de s'approprier des ressources et de tirer des profits de ces ressources. Voilà, on change d'échelle en fait. Et à partir de là, l'entrepreneur, entre guillemets, le patron, le possesseur des moyens de production qui est au sommet de cet empire, il va falloir qu'il légitime sa position. Il accumule des fortunes telles qu'on n'a jamais vues, à des ampleurs inégalées. Il est plus riche que n'importe quel individu. Quelqu'un comme Rockefeller et Carnegie sont des gens qui sont bien plus riches que les entrepreneurs américains de 40, 50, 60 ans auparavant. Et il va falloir qu'ils légitiment leur rôle social. Parce que pour nous, c'est évident, hein, ça fait 150 ans qu'il y a des milliardaires qui monopolisent la production avec des variations historiques. À l'époque, fin 19e siècle, c'est un phénomène relativement récent et qui va être déstabilisateur et qui va être contesté. Et est-ce que ce sont réellement des entrepreneurs ou parce qu'avec le regard actuel, en fait, Mhm. souvent on parle de gens, je pense à Bernard Arnault par exemple, Mhm. parfois on peut le cataloguer comme entrepreneur, mais bon, c'est pas vraiment un entrepreneur Mhm. par rapport à dans le sens de créer une entreprise dès le départ avec des petits moyens, etc. C'est Mhm. beaucoup d'héritiers en fait aujourd'hui ou des gens qui ont réussi à s'accaparer ou à accaparer plutôt, on va dire certaines organisations. Est-ce que à l'époque, en fait, comment est-ce que ça se construit? Est-ce que ces mecs-là, Carnegie, Rockefeller, ils sont vraiment des entrepreneurs et d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, je pense que on peut pas vraiment faire de loi générale dans les sciences sociales, mais je pense que tout de même, je peux me risquer à une loi, un phénomène vraiment total dans les réussites économiques, c'est qu'il n'existe pas d'entrepreneur à succès qui ne soit pas un héritier. Nous sommes tous des héritiers, simplement à des niveaux divers, effectivement. Quelqu'un qui hérite de l'empire multinational, international de son père est un héritier au sens fort. Mais quelqu'un comme Carnegie, qu'on peut s'imaginer être un self-made man, parce que Carnegie, pour vous expliquer, en fait, il a fait fortune dans l'industrie lourde, dans l'acier. En fait, il a constitué un monopole dans l'acierie, l'industrie de l'acier fin 19e siècle aux États-Unis.
Et on peut se dire, bon voilà, il est parti de rien, il s'est fait lui-même, parce qu'effectivement, fin du 19e siècle, sa famille arrive, lui, voilà, ce sont des ouvriers relativement pauvres, il est employé comme bobineur une industrie, dans l'industrie textile, dans une petite fabrique de coton, de textile. Il commence en bas de l'échelle. Ensuite, comme il est alphabétisé, lettré, il sait lire, écrire, compter en tant que petit garçon, il va être employé comme coursier, messager. Mais voilà, pourquoi on peut considérer cette personne comme un héritier? Parce qu'il hérite d'une situation. Déjà, il est aux États-Unis, qui va devenir la première puissance industrielle en l'échelle de quelques décennies à la fin du 19e siècle. Okay. Ensuite, il est à Pittsburgh, il n'est pas n'importe où aux États-Unis, il n'est pas perdu sur le front de l'Ouest, il n'est pas perdu dans les zones agricoles du Sud, il est à Pittsburgh, qui en fait va devenir le centre de l'expansion de l'industrie ferroviaire aux États-Unis. Et il est employé comme coursier en fait dans la Pennsylvania Railroad Company, là où il va être en fait pris sous son aile par Tom Scott, qui est un entrepreneur local, un manager local dans cette industrie ferroviaire, qui va lui apprendre la comptabilité analytique et qui va faire sa carrière, qui va le propulser. Et il y a un moment de l'histoire des États-Unis où on est dans un moment d'accumulation primitive, pourrait-on dire, c'est-à-dire que la guerre de sécession vient de se terminer, les capitalistes du Nord, en fait, découpent le pays, repoussant toujours plus loin à l'ouest les Indiens, les Amérindiens. Ils vont en fait donner des concessions gigantesques à des hommes d'affaires, leur donner des tronçons gigantesques de territoire sur lesquels ils vont pouvoir spéculer et réaliser cette accumulation primitive et s'approprier un territoire qui, jusqu'à présent, n'était pas à la propriété de quelques-uns. Et voilà, et toutes les grandes fortunes américaines en fait, sont construites sur cette appropriation fondamentale, première, à partir de laquelle il va y avoir des jeux de revente, de spéculation, ce qu'on appellerait aujourd'hui des délits d'initiés, etc. Et en fait, tous les grands premiers milliardaires qui émergent à ce moment-là profitent de cette fenêtre historique. Au plus de ça, contrairement à Carnegie, la plupart sont issus de la petite bourgeoisie commerçante. Ce sont des fils de banquiers, de commerçants, de clercs, etc. Et ce dont on se rend compte aussi, et les sociologues l'ont analysé dès le début du XXe siècle, parce que cette mythologie du self-made man, elle était déjà très active fin XIXe siècle, justement pour justifier cette position dominante. Quand on fait des analyses statistiques, tous ces grands entrepreneurs fin XIXe, début XXe, d'où ils viennent? Ils viennent tous de quelques comtés américains du nord-est du pays. Ils sont tous WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ils sont tous de vieilles souches. On va dire, forcément, c'est un pays d'immigrés. Ils viennent tous de l'immigration lointaine, blanche anglo-saxonne. Voilà, donc ils sont quasiment tous nés sur le territoire, pour la plupart. Évidemment, pas de Noirs, pas de Mexicains, pas de femmes, bien évidemment. Et même à l'intérieur des Blancs, ce ne sont pas des petits Blancs, en fait. Ce sont pour la plupart des bourgeois issus de bonnes familles, qui ont les connexions, simplement, justement, pour être en mesure, en situation, pour profiter de ce que les politiques de l'époque leur offrent comme opportunité. C'est hyper intéressant en fait de repenser l'héritage non pas uniquement comme étant quelque chose un capital ou un héritage financier, mais enfin l'héritage d'une situation donnée aussi. Je me souviens il y a une dizaine d'années, j'avais lu un bouquin de Malcolm Gladwell dans lequel il expliquait justement, alors il prenait plein d'exemples que je trouve qui étaient hyper rigolo et celui qui m'avait marqué, c'était pour les joueurs de patin à glace, de hockey sur glace. Où en fait, en fonction de ton mois de naissance, en fait, on voyait que tu étais plus ou moins favorisé, parce que vu que les recrutements se faisaient jeunes, et qu'ils se faisaient, je crois, en septembre ou à ce moment-là, et ben ceux qui étaient nés tôt dans l'année, en fait, étaient déjà un peu plus formés, etc., physiquement, et donc avaient plus de chances de devenir professionnels que ceux qui étaient nés au milieu de l'année, juste avant la période officielle des recrutements. Et c'est un truc... Jamais on aurait pensé en fait qu'il y ait un héritage situationnel en fait qui est lié à ça et voilà ça m'avait fait beaucoup penser à ça quand j'avais lu le livre effectivement sur l'héritage inconscient en tout cas dont on n'a pas forcément conscience à un moment donné mais qui nous facilite en fait un accès donc à cet entrepreneuriat. Ok, bah merci déjà pour ces précisions un petit peu sur l'entrepreneur, d'où ça vient. Aujourd'hui, on en a fait une mythologie, donc comme tu le disais, ça fait 150 ans, on va parler un peu plus de la Silicon Valley après, mais j'aimerais
que tu expliques un petit peu en fait sur quoi repose aujourd'hui en fait ce mythe. Donc, on a vu d'où il vient, comment ça s'est créé, mais c'est quoi en fait les fondations? Mhm. Alors, il y a plusieurs idées qui reviennent assez régulièrement. Si vous faites l'expérience que j'ai menée pour ce livre, c'est-à-dire constituer un corpus, moi j'ai fait une étude de cas sur Steve Jobs, parce qu'il présentait l'avantage d'être suffisamment reculé dans le temps pour proposer un récit qui était complet, terminé, achevé, et en même temps suffisamment proche de nous pour que ça reste pertinent par rapport au contexte économique général. Si vous faites comme je l'ai fait, c'est-à-dire que vous collectez tout ce qui s'est dit, écrit, diffusé à propos de Steve Jobs dans la grande presse, presse magazine, cinéma, etc. Et vous faites ce qu'on appelle en recherche une analyse thématique émergente, c'est-à-dire je regarde et à chaque fois qu'il y a une thématique qui émerge, j'en prends note et je fais émerger comme ça tout un ensemble de thématiques récurrentes. Et symétriquement, j'essaie d'observer ce qu'on ne dit jamais, les thématiques qui sont très peu explorées, les sujets qui sont très peu explorés, les affaires qu'on ne commente que très peu, ou pas du tout. Et vous faites ça sur plusieurs carrières, plusieurs biographies, plusieurs études de cas. Vous faites ça sur d'autres entrepreneurs. Vous vous rendez compte qu'on a très souvent les mêmes thématiques qui reviennent. Alors tout d'abord, l'idée que l'entrepreneur c'est un créateur, il crée à partir du néant. Ensuite, le fait que c'est un visionnaire, il est capable de voir l'avenir véritablement, là où nous, pauvres mortels, on se débat dans le présent en fait. Hein. Le fait que c'est un génie, le génie c'est quelqu'un, c'est une mystique inéiste, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est exceptionnel, point barre. On ne l'explique pas, c'est un phénomène. Euh, autre chose, le fait que, et ça c'est assez amusant, le fait que c'est un rebelle. On va jusqu'à dire que c'est pas un capitaliste, c'est parfois un anticapitaliste. Par exemple, chez Steve Jobs, c'est très fort, c'est l'idée qu'il n'est pas là pour faire du profit. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'économie, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir, c'est créer de beaux objets. C'est avoir un projet pour l'humanité. Et c'est là, en fait, on rejoint cette idée de personnage messianique hein, dans la modernité capitaliste, c'est-à-dire on est là face à des hommes qui nous donnent la direction du salut, du progrès, de l'accomplissement de l'humanité à travers son dépassement. Et c'est lui qui sait nous indiquer où il faut passer et à travers quelle prouesse technologique on va se réinventer. Et en fait, en quoi c'est pas vrai ces différents critères, donc créateur, génie, visionnaire, parce que quand tu le dis comme ça, en fait, pour beaucoup d'entre nous, on est toujours empreint en fait de cette mythologie, on y adhère, et c'est difficile en fait de comprendre pourquoi c'est pas forcément vrai, ou en fait comment est-ce qu'on peut expliquer en quoi c'est soit pas toujours le cas, ou en fait vraiment absolument pas le cas, pour essayer d'entrevoir en fait en quoi derrière on est dans une narration et pas forcément dans de l'empirique. Alors, détricoter chacune de ces thématiques, ça peut prendre chacune de ces thématiques, ça peut prendre un peu de temps. Prenons-en on va prendre deux, on va prendre le créateur et le visionnaire. Alors, pour le créateur, effectivement, on a l'impression de quelqu'un qui est à l'origine de tout mécanisme causaux, c'est-à-dire, ben voilà, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas de baladeur MP3, et en fait, Steve Jobs arrive, il les pense, il les voit, il l'accomplit. Et en fait, il est créateur au sens propre, c'est-à-dire sans lui, on remonte la machine historique, on remonte l'horloge, et on s'imagine un univers parallèle où il n'aurait pas existé, ben on n'aurait pas aujourd'hui de smartphone, on n'aurait pas aujourd'hui de lecteur MP3. C'est comme ça qu'on peut se l'imaginer. En fait, il y a un souci là. Tout d'abord, on conceptualise là, en fait, à travers ces récits, l'entrepreneur comme en fait un phénomène spontané. C'est-à-dire l'idée que l'entrepreneur est à la source de l'action, il est au départ de l'action, mais qui a produit l'entrepreneur, qui a produit le producteur, ça on ne s'interroge pas. Or, un entrepreneur, il naît dans un milieu, dans un écosystème, il se nourrit de ce milieu, et tout ce qu'il est capable de faire, en fait, c'est parce qu'il l'a appris quelque part. Et c'est pas un hasard si tous ces grands entrepreneurs, en fait, ont évolué au cœur d'écosystèmes particulièrement aboutis. Steve Jobs, c'est quelqu'un qui est né au cœur de la Silicon Valley. Ses voisins, c'était tous, pour une grande part, des ingénieurs parmi les plus qualifiés au monde en matière d'électronique, des ingénieurs Hewlett-Packard. D'ailleurs, tout son réseau, quand il était adolescent, autour de l'électronique, et notamment Steve Wozniak, qui va être son partenaire et qui va être l'ingénieur qui va permettre de créer Apple I et Apple II, c'est quelqu'un qui a rencontré adolescent
parce qu'ils habitaient dans le même quartier. Voilà, c'est un quartier vraiment d'ingénierie électronique. Et voilà, je m'étends plus longuement dans l'ouvrage là-dessus, sur tous les facteurs dont il hérite en fait, à un niveau géographique, social, etc. Donc voilà, il ne faut pas oublier que le créateur est aussi un produit. Il va créer, certes, mais créer en collaboration avec d'autres, et en faisant fructifier un capital dont il hérite de la part de son environnement. Alors que là, dans les récits entrepreneuriaux, on est plus dans le Deus ex machina. Il arrive, Ouais. il crée, et en fait, c'est absolument inexpliqué. Il faut comprendre aussi, à un niveau industriel, en fait, bah oui, non, c'est pas Steve Jobs qui a créé l'iPod, par exemple. L'iPod, qu'est-ce que c'est? Au moment où ça sort début des années 2000, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il y avait des entreprises qui produisaient et commercialisaient des lecteurs MP3. Ils étaient moins performants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des limitations assez franches en termes de capacité de lecture, de capacité de stockage. Limites de capacité qui ont été vraiment anéanties à un moment parce qu'on a eu des recherches fondamentales en physique quantique qui ont permis de miniaturiser les disques durs. Et donc on a eu pour la première fois, fin des années 90, des années 2000, des disques durs à haute capacité euh, qui ont été notamment mis au point par Toshiba. Toshiba en a proposé l'exploitation exclusive à Apple. Et là, on a une fenêtre technologique qui s'ouvre. Qui va être le premier sur le marché? Microsoft, IBM, Apple, il y avait plein d'entreprises qui se lançaient, qui essayaient de massifier le lecteur MP3 et de le rendre plus performant et à plus bas coût, etc. Et en fait, Apple a réussi à gagner cette course parce qu'il a racheté tout un ensemble d'équipes qui travaillaient déjà depuis 3-4 ans sur le sujet. Il a constitué une équipe comme ça en quelques mois. Il a fait un partenariat avec Toshiba et avec d'autres fournisseurs pour avoir les meilleures composantes. Et voilà, en moins d'un an, ils ont réussi comme ça à mettre sur pied le produit et le lancer avec toute la puissance qu'ils avaient en termes d'image de marque. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le visionnaire, on peut se dire, bon, bah, d'accord, il a su aller chercher les talents là où ils sont, etc. Mais tout de même, il fallait l'imaginer, ce produit. Bon, bah, ce produit, par exemple, le lecteur MP3, si vous allez sur Internet et vous tapez par exemple sur Google, vous allez chercher un MP3 qui a été inventé dans les années 70 en fait, et vous pouvez le retrouver relativement facilement. Il a été conceptualisé et déposé d'un point de vue légal par Ken Kramer, Kramer, si vous tapez MP3 Kramer 79, c'est l'année où il est sorti, Lixi. Ça date. Voilà, enfin il n'est pas sorti justement, il a été dessiné. Alors vous vous rendez compte que, et vous remarquerez, hein, c'est très frappant, ça ressemble énormément à un lecteur MP3 tel qu'on en voyait fin des années 90, début des années 2000, c'est vraiment frappant. Ça a été conceptualisé dans les années 70. Simplement, la fenêtre technologique ne s'était pas encore ouverte. Pour réaliser un tel MP3, pour le prototyper, les composantes coûtaient extrêmement cher. Et comme je l'ai expliqué, on n'avait pas les disques durs qui permettaient de stocker plus de quelques minutes de musique. Donc c'était inopérant. Il a fallu que s'ouvre cette fenêtre technologique dont j'ai parlé. Et voilà. Toujours est-il que le visionnaire, bon, bah, en 79, c'était un teenager. Hein. Steve Jobs, il n'avait rien à voir encore avec cette industrie. Voilà, il n'était pas du tout en position, même s'il avait cette vision, de l'accomplir. Et surtout, cette vision, elle remonte bien avant lui. Prenons notre exemple, Macintosh par exemple, on se dit voilà, il a inventé ce qui est souvent dit hein, par ses biographes et par ceux qui le célèbrent, il a inventé l'ordinateur moderne. Avant l'ordinateur c'était un truc un peu chiant avec des lignes de code, il fallait taper, il n'y avait pas de souris, etc. Il fallait taper au clavier sur un écran noir, il fallait être un technicien. Lui il a inventé l'interface graphique avec des icônes, une corbeille, une souris, c'est devenu intuitif, tout le monde pouvait faire de l'informatique. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, euh, dans les années 70, Xerox, le fabricant de photocopieurs, avait mis en place un laboratoire de recherche où ils avaient concentré parmi les meilleurs ingénieurs en électronique et en informatique, et ils ont mis au point le premier ordinateur à interface graphique qui s'appelait l'Alto. Donc voilà, là on est en 73. Steve Jobs était très très jeune. Et c'était au point, enfin vraiment ça ressemblait énormément à ce qu'allait être le Macintosh 10 ans plus tard. Apple a pris des parts dans l'entreprise. Début des années 80, ils ont débauché des gens de l'équipe de Xerox et ils ont repris le projet. Mais avant ça encore, on se disait, oui, la vision, il fallait pouvoir être en capacité de parier, d'imaginer que demain, l'informatique allait ressembler à ça. Vous trouvez des écrits des années 40-50 avec des gens qui vont décrire, parfois avec une précision assez impressionnante, ce qu'allait être l'informatique et l'Internet de la fin du XXe siècle.
Vous avez notamment, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, vous allez sur YouTube et vous tapez ABC 1974 Arthur C. Clarke, le romancier, qui vous explique que demain on aura tous un ordinateur à la maison et on fera nos comptes en ligne sur cet ordinateur. Voilà, on est là face à quelqu'un qui s'exprime milieu des années 70, mais même avant ça, dans les années 40, on a tout un ensemble de cybernéticiens et de théoriciens qui partagent à peu près la même vision. Ah, mais c'est hyper intéressant de voir en fait en quoi c'est toujours une histoire de collectif en fait. Moi c'est ce qui ressortait aussi beaucoup de la lecture du livre à chaque fois où je me disais on individualise et on personnifie en fait à travers la figure de l'entrepreneur une dynamique qui est éminemment collective et qui repose donc sur un écosystème, sur des avancées graduelles, etc. Ça faisait écho à pas grand chose à voir, mais l'histoire des révolutions scientifiques de Kuhn, ça me faisait un peu penser à ça, avec comment est-ce que différents paradigmes arrivent, etc. Ou pareil, sur l'histoire des sciences, on va dire, c'est Einstein qui a fait ci, Newton qui a fait ça, etc. En fait, tu te rends compte que pas du tout, c'est très difficile de dater précisément à quand remonte une innovation dans la science, parce que voilà, ça base toujours sur des recherches des uns des autres qui ont essayé, qui n'ont pas fonctionné, etc. Et là, ça faisait un peu le même sentiment avec l'idée de l'entrepreneur. Et vraiment, cette fenêtre de tir, tu vois, moi, en tant qu'ancien entrepreneur, je la ressens, parce que je l'ai vécu. Tu vois, il y a des choses qui fonctionnaient, en fait, tu ne sais jamais vraiment pourquoi. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, pareil, tu dis mince. Et un peu tendance à aussi analyser ça a posteriori comme étant vraiment un facteur chance prédominant dans la question du succès entrepreneurial, en tout cas. Mais ce que les gens ont beaucoup de mal à admettre, je trouve, notamment dans l'univers entrepreneurial, où c'est le travail, le fait d'être intelligent, visionnaire, etc., qui toujours va baser le succès, alors que, en fait, c'est souvent être là au bon moment, quoi. À un endroit, à un certain moment qui fait que... en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. On a parlé de Steve Jobs, on n'a pas vraiment dit pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi précisément d'enquêter sur lui. Enfin, tu l'as dit un petit peu, parce que par rapport à... Il y a beaucoup de documents, de biographies disponibles, etc. Mais en quoi est-ce qu'il est représentatif et symptomatique, en fait, de ce mythe de l'entrepreneur, Steve Jobs ? Ouais, il l'est, mais pas plus qu'un autre, en fait. C'est simplement que si j'avais pris Elon Musk, son histoire est en cours et mon bouquin aurait été périmé 6 mois après sa sortie, même pas 2 semaines. Et parce que c'est la dernière incarnation du mythe, Elon Musk, en termes de célébrité entrepreneuriale. Et si, au contraire, j'avais pris Rockefeller ou Carnegie, ça ne parle plus aux lecteurs contemporains, surtout français. Ça ne parle plus à personne et le contexte a beaucoup changé. Steve Jobs, c'est la bonne via média, c'est-à-dire que c'est un des premiers de la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération qui émerge à partir des années 80, tournée en néolibéral, imaginaire de la Silicon Valley, industrie électronique de masse, micro-informatique. On est encore dans cette phase, c'est-à-dire de Steve Jobs et Bill Gates jusqu'à Zuckerberg dernièrement avec les réseaux sociaux, etc. On est encore dans cet imaginaire siliconien. Donc c'était simplement vraiment plus tactique. Et tu parlais de réduction à un individu. Effectivement, la réduction elle est double, c'est-à-dire que les gens, quand ils s'extasient devant des épopées entrepreneuriales, ils font une double réduction. Première réduction, l'entreprise, ils vont considérer que c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est des milliers de personnes. Ils vont considérer que c'est un entrepreneur qui est là, comme s'il était au volant de sa voiture, et il décide d'aller à gauche, il tourne à gauche, il décide d'aller à droite, il tourne à droite. En fait, non, une entreprise, vous ne faites pas ce que vous voulez dans une entreprise, c'est un corps collectif qui se déplace sur le marché à la force de la conjonction de tout un ensemble d'acteurs qui ont leur propre agenda, qui ne tirent pas forcément tous dans la même direction. Donc non, c'est pas en fait une simple machine qu'on va diriger comme ça avec un joystick. Donc première réduction, on réduit l'entreprise à l'entrepreneur. Seconde réduction, on réduit un écosystème, une industrie à une entreprise. C'est-à-dire c'est Apple et c'est pas l'industrie informatique. Or non, en fait, Apple, l'entreprise en tant que telle, même si vous prenez Apple au-delà de Steve Jobs, dans les années 80-90, dans la micro-informatique, ils ne sont rien sans leur écosystème. Sans Sony, sans Toshiba ensuite, sans tout un ensemble,
en fait, tout cet écosystème qui est en coopétition, c'est-à-dire ils sont en coopération et en compétition. Il y a une très grande division du travail, c'est-à-dire que voilà, certains font des lecteurs de disquettes, des lecteurs graveurs CD, d'autres des processeurs, de la RAM, etc. Et ils sont tous très spécialisés, ils ont chacun leurs ingénieurs, leurs spécifications, etc. Ils sont en collaboration constante. Et en fait, c'est l'écosystème qui sécrète de la valeur et qui sécrète de nouveaux produits, de l'innovation. Et vous le voyez d'ailleurs quand vous faites l'analyse des parcours. Les ingénieurs, ils passent de National Semiconductor à Atari, d'Atari à Apple, d'Apple à Hewlett-Packard, de Hewlett-Packard à Google. Et c'est comme ça, notamment, que l'intelligence collective circule, en fait, dans l'écosystème. Et s'extasier à travers des biographies, des parcours uniques et comprendre, en fait, l'économie à travers des héros, comme ça nous aveugle à toute cette complexité. Donc certains en sont bien conscients parce qu'ils évoluent dans ces écosystèmes, ils remarquent bien les choses. Mais tous ceux qui grandissent dans une certaine candeur, une certaine naïveté, une certaine admiration, et qui ensuite vont se retrouver à être influenceurs, dropshippers, et à vraiment assimiler l'idée que ils font partie de cette nouvelle espèce d'individus supérieurs aux autres et qui par leur intelligence sont en capacité de créer tout à partir de rien, ils se fourvoient sur le fait que non, dans la réalité des choses, un entrepreneur c'est quelqu'un qui va exploiter la force de travail d'un collectif. Il faut certaines compétences pour y arriver. Certes, les entrepreneurs, comme les ingénieurs, comme les managers, comme les ouvriers, doivent déployer tout un ensemble de compétences, de ressources pour être à même de vaincre sur les marchés, dans la lutte concurrentielle, et s'imposer comme meilleurs que leurs concurrents. Mais voilà, ils ne le font pas avec leurs petits bras musclés, effectivement. Ils le font en enrégimentant une force de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose, pour revenir sur la déconstruction d'une idée, c'est-à-dire celui qui va en fait... Une des grandes idées derrière le milieu de l'entrepreneur, c'est l'inspirateur. C'est-à-dire, vous avez une boîte qui est morose, vous arrivez, vous catapultez un chef, là, et les gens vont être inspirés, ils vont travailler très bien, etc. Et la boîte va avancer, etc. Alors ça, depuis les années 80, c'est une idée qui est très prégnante. C'est, voilà, l'esprit de la création vient aux employés par le génie entrepreneurial. Et ça, encore une fois, il faut comprendre. On pourrait se dire, bon, c'est inoffensif, il y a des gens que j'ai vu réagir comme ça, bon, c'est des petites histoires, des mythes, comme ça, il y en a partout, c'est pas bien grave. Non, c'est une incidence politique dans le sens où quand vous laissez prospérer ce type sans les contredire, ce type de récit, ça sous-entend toute une représentation du monde, de la valeur et de ce que les gens apportent au monde. Donc par exemple, la théorie de la valeur qui est sous-jacente à tout ça, c'est de dire, on a un individu, il est indispensable à la création de la valeur. Il arrive et il permet aux gens de créer de la valeur. Sans lui, les employés, même si c'est des ingénieurs de très haut niveau, ils sont complètement dépourvus, ils sont complètement déboussolés. Ils sont certes compétents, mais incapables. Et c'est un récit qu'on voit beaucoup se déployer avec Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a créé une équipe pour Macintosh, ils sont sortis de Macintosh et c'était génial. Si vous vous renseignez sur l'économie de la Silicon Valley, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'entrepreneur qui doit courir après ses ingénieurs et les retenir, parce que comme c'est des gens hautement qualifiés, ceux d'en face essayent de les débaucher. Et c'est une ressource rare, la ressource humaine, l'ingénierie ou des managers de très haut niveau qui sont capables de gérer des équipes de techniciens de très haut niveau. Voilà, c'est une ressource humaine qui est limitée. Et en fait, l'écosystème, il y a de la tension dans l'écosystème pour s'approprier cette ressource. Une anecdote qui l'illustre, parmi d'autres, et qu'on ne voit jamais ou quasiment jamais commenté dans la documentation apologétique sur l'entrepreneur, dans le milieu d'entrepreneur, c'est par exemple le cartel des salaires. Dans les années 2000, vous avez Intel, Google et Apple qui s'accordent pour ne pas se débaucher mutuellement leurs ingénieurs, pour éviter en fait une hausse généralisée des salaires. Et ça a été révélé dans les années 2000 à partir de la correspondance de Steve Jobs, et l'affaire finalement s'est arrangée. Voilà, il y a eu un arrangement financier. Mais voilà, cette affaire-là, par exemple, illustre bien le fait que si l'entrepreneur était l'inspirateur, il n'aurait pas besoin de se battre pour aller chercher de la valeur chez des ingénieurs, en fait. Il serait suffisant. Non, en fait, il est là pour exploiter de la force de travail, pour la mettre en ordre et la mettre en mouvement, faire travailler des gens, exploiter leur force de travail pour créer de la valeur. En t'écoutant, c'est rigolo, je repensais à mon expérience de travail dans la Silicon Valley aussi, où j'ai passé pas mal de temps à San Francisco dans le secteur des jeux vidéo. Et en fait, c'est très rigolo de voir que en moyenne, les gens passaient 6 mois dans une boîte
Et en fait, on disait ouais, Zynga, mais en fait, ils passaient de l'un à l'autre en permanence. Et cette bataille, effectivement, pour s'arracher en fait les talents, comme ils disent maintenant, en payant plus, etc., c'était constant. C'était assez dingue. Donc ouais, aujourd'hui encore, en fait, ça fonctionne comme ça. Et pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que je voulais savoir si, en fait, c'est inhérent à un écosystème particulier, celui que tu as étudié, de la Silicon Valley, ou est-ce que ça, en fait, c'est transposable à aussi notre situation en France avec d'autres écosystèmes, ou c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la Silicon Valley? De manière générale, alors il y a des spécificités dans les exemples que j'ai donnés, il y a des particularités. De manière générale, le principe que j'énonce là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle souvent un entrepreneur. Alors, encore une fois, tel qu'on le décrit dans la mythologie entrepreneuriale à travers les célébrités entrepreneuriales. Parce qu'un entrepreneur, comme j'ai dit, ça peut être aussi un pâtissier qui est propriétaire de ses moyens de production, il a sa boutique, il produit lui-même, il vend, etc. Il y a quelques salariés, etc. Mais les célébrités entrepreneuriales dont on parle, c'est souvent des personnes qui sont liées au milieu de la tech, et ce qu'on appelle la tech. En fait, les célébrités entrepreneuriales, ça a toujours été, c'est ceux qu'on célébrait, ceux qui étaient représentatifs des industries de leur époque, des industries porteuses d'avenir de leur époque. Donc, aciérie, pétrole, fin du 19e siècle, automobile, début du 20e siècle, aujourd'hui, beaucoup plus électronique de masse, donc du micro-ordinateur, ordinateur personnel, jusqu'au smartphone, par exemple, réseaux sociaux de nos jours. Mais les fondamentaux restent les mêmes, c'est-à-dire que derrière un entrepreneur, ce qu'on appelle entrepreneur, c'est quand même souvent quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, et alors même si maintenant c'est financiarisé, donc il ne possède plus entièrement cette entreprise, mais en plus de diriger cette entreprise, d'être PDG, il est intéressé dans la réussite financière de l'entreprise parce qu'il dispose généralement d'une part conséquente du capital. Voilà, parce qu'on a eu une distinction comme ça entre possesseur et gestionnaire du capital. Mais c'est depuis le milieu du 19e siècle la même logique capitaliste, c'est-à-dire en fait l'entrepreneur est un exploiteur. Encore une fois, là, ceux qui n'ont pas forcément trop la culture marxiste vont se dire exploiteur c'est méchant, exploiteur c'est quelqu'un qui fait travailler des esclaves dans une cave, etc. Non, l'exploitation c'est un phénomène économique, c'est-à-dire j'achète une force de travail à 1000 euros, elle produit pour 3000 euros, voilà, il y a un surplus, il y a une survaleur qui va me revenir. Je simplifie à l'extrême le calcul comptable, bien évidemment, mais voilà, le principe est celui-là. Et donc, ce qu'on célèbre comme des entrepreneurs, justement, c'est ça. Mais dans une vision un peu romantique, édulcorée, où justement, on ne parle pas de valeur et de répartition de la valeur. Pareil, dans les angles morts de tout ça, il y a le pouvoir au travail. Par exemple, vous pouvez lire toutes les biographies que vous voulez, j'en ai lu des dizaines sur Steve Jobs, on ne parle jamais des syndicats. Comment travaillent les ouvriers concrètement, leurs techniciens, les ingénieurs, comment ça se passe au niveau des bonus, au niveau de la répartition du travail, comment on les motive, on les intéresse financièrement, etc. Tout ça est très peu discuté. Or, on sait que quand on est un manager, quand on dirige un collectif de travail, c'est important ça, pour conserver la paix sociale, pour faire travailler les gens, pour les motiver. Ceux qui ne sont pas indispensables à l'entreprise, on peut baisser les coûts en les pressurisant, on externalise, on fait fabriquer ailleurs. Et ça, on sait que dans l'industrie informatique, ça a toujours été prédominant. Apple n'a jamais rien fait fabriquer. Il a toujours externalisé la production en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Chine avec Foxconn, etc. Tout ça, toute cette production, tout ce partage de la valeur, en fait, on n'en parle pas à travers cet imaginaire. Ça n'existe pas. C'est comme si, en fait, les objets qu'on manipule au quotidien et dont nous ont fait cadeau les entrepreneurs, un smartphone, une Tesla, etc., ça tombait du ciel. Ouais. Pareil pour Elon Musk, on ne parle jamais de ce qui se passe dans ses usines. Dans ces usines, dans toute l'industrie automobile américaine, sont reconnues comme parmi les plus anti-syndicales et les plus exploitantes qui soient. C'est-à-dire que les ouvriers de chez Tesla sont moins payés que la moyenne des ouvriers dans l'industrie automobile. Il y a une chasse aux syndicats qui est extrêmement développée, c'est-à-dire que si vous commencez à monter un syndicat, mais quand même c'est votre droit, vous allez avoir de gros problèmes. Il y a tout un ensemble de techniques de harcèlement, de violence en fait, plus ou moins tacites, etc. Les rythmes taylorisés du travail dans les chaînes de montage Tesla ultra technologisées, elles sont comparables au rythme des chaînes dans les abattoirs primitifs du sud-ouest des États-Unis, où on emploie massivement des sans-papiers pour égorger des milliers de cochons par heure.
même chose, hein, les chaînes automobiles, les chaînes de montage automobile ont été inventées, ont été mis en place en s'inspirant des chaînes des abattoirs. En fait, Ford a repris cette logique, s'est inspiré voilà, de ces carcasses mouvantes pour faire circuler les ouvriers autour de ces automobiles sur une chaîne mouvante. Encore aujourd'hui, les Tesla, c'est fabriqué comme ça. Quand bien même il y a de la robotisation, on a de la chair humaine qui est là, qui est exploitée, et encore une fois, on a un phénomène universel. C'est-à-dire que dans les usines textiles du Bangladesh, automobiles de la Chine ou de chez Tesla, dans l'électronique philippin, etc., on a des ouvriers en fait, qui créent de la valeur, qui sont exploités là parce qu'en fait ils sont très peu coûteux et qui au bout de 10 ou 15 ans développent des troubles musculo-squelettiques, sont littéralement tués par le travail en fait. Voilà, toute cette violence-là, en fait, elle est passée sous silence, elle est même ignorée par la plupart des gens, en fait. Alors ça, on va y revenir parce que c'est aussi quelque chose que tu détailles vraiment très très bien dans le livre. Enfin, il y a des passages, quand tu parles notamment de Foxconn et des suicides. Voilà, on va y revenir parce que je pense que c'est très important et que en fait, on ne connaît pas du tout cette réalité derrière l'entreprise Apple. Mais je voulais revenir sur un point que tu abordais sur le fait de détricoter et pourquoi c'est important en fait de détricoter ce mythe de l'entrepreneur. Moi, à la lecture du livre aussi, quand j'essaie de prendre un peu de recul, c'est vraiment, pour moi, un problème profond de ce mythe-là, c'est la dépolitisation qu'il engendre, en fait. C'est vraiment l'idée ah oui, bah voilà, comme tu dis, il va y avoir un gars, un génie, un visionnaire, ex machina, qui va nous apporter. Et en fait, on a tendance aussi à plaquer, je trouve, cette idée de l'entrepreneur inspirant, sauveur, etc., sur la manière dont on conçoit aussi le politique et le fonctionnement de nos sociétés. Avec, par exemple, des hommes politiques qui vont arriver, ah bah oui, c'est Macron qui va nous sauver, ou c'est un tel qui va nous sauver, etc. Un peu de la même manière, et toujours en dépolitisant. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de s'organiser, on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin de se mettre au travail ensemble. Non, puisque finalement, ça va venir d'une personne, donc il n'y a plus qu'à attendre cette personne ou chercher cette personne qui potentiellement viendrait nous sauver. Et ça, c'est vraiment, je trouve en tout cas, un discours très, très néolibéral, pour le coup, et qui dépolitise et permet en fait de maintenir en fait une société, je trouve, de façon très divisée et qui ne cherche pas du coup à faire force commune et du coup à se penser collectivement. Alors là où il y a du pouvoir, il faut légitimer le pouvoir, il faut asseoir le pouvoir, faire accepter le pouvoir et la domination. Et ça, c'est vraiment quelque chose de constant dans toute l'histoire de l'humanité, remonté à plusieurs milliers d'années dans des sociétés agraires avec une aristocratie ultra dominante qui va capter la valeur, capter les richesses, comme par exemple en Mésopotamie, en Égypte ancienne ou même dans la Chine impériale. Il faut faire accepter sa domination, et donc une façon de légitimer la domination, ça peut se faire à travers des rituels, toute une liturgie, toute une religion, où on va par exemple considérer le dominant comme le fils de Dieu, ou en relation avec Dieu, etc. Bon, c'est des choses qui sont bien connues. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est sorti comme ça de l'obscurité et qu'aujourd'hui on est dans une société parfaitement rationnelle, où tout se calcule, tout se comprend, tout se justifie d'un point de vue purement, par un pur calcul. Comment se légitime l'ordre capitaliste aujourd'hui ? Vous avez une minorité de gens qui captent la valeur à l'échelle mondiale et qui bénéficient d'un pouvoir politique extraordinaire. Ils sont capables de produire là où ils veulent, d'imposer leur politique à travers tout un ensemble de moyens, puisqu'ils disposent de capitaux économiques énormes qui peuvent convertir dans le capital symbolique, du capital social, etc. Donc, très grande domination, et ça ne fait que s'aggraver depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire effectivement depuis le tournant néolibéral. Qu'est-ce que nous dit le mythe de l'entrepreneur ? Mythe d'entrepreneur qui est irrigué par tout un ensemble d'éléments, de presse, de cinéma, de récits, qui sont ceux en fait de l'industrie du divertissement qui adhèrent à cette idéologie. C'est l'idée que le monde est juste. Le monde est juste, vous êtes à votre place. Si vous travaillez dur, vous allez y arriver. Pourquoi ? Parce que le marché, c'est un opérateur de justice. Sur le marché, on va révéler les meilleurs. Certes, il y a une aristocratie, on est dit gouverné par les meilleurs, mais justement, ce n'est pas une aristocratie héréditaire, ce n'est pas une oligarchie,
c'est une méritocratie. Ce sont les meilleurs, ceux qui sont les plus travailleurs, les plus méritants, les plus créatifs, qui vont parvenir aux meilleures places. Et symétriquement, les fils de bourgeois oisifs, cocaïnomanes, fêtards, ils vont être en décadence, ils vont être en déclin, et le marché va les punir, parce qu'ils ne se lèveront pas tôt pour aller faire fructifier leurs affaires. Dans le monde réel, si vous naissez avec des millions en rente mensuelle, c'est-à-dire que vous ne faites rien, juste votre papa il vous donne des rentes parce qu'il a un empire extraordinaire, donc simplement 6-7% de profit annuel sur plusieurs millions, ça vous donne, ou plusieurs dizaines, centaines de millions, ça vous donne déjà une rente conséquente, ou bah oui, vous pouvez dilapider tout le restant de votre vie, vous allez rester dominant, et vous confiez votre fortune à des gestionnaires de patrimoine et à des fonds d'investissement qui vont faire fructifier votre capital pour vous. Donc déjà, d'un point de vue purement économique, ça ne fonctionne pas. Hein, mais bref, au-delà de ça, on peut toujours se dire, oui, mais les nouveaux empires, les nouvelles industries sont créées par ces créatifs, etc. Donc effectivement, cette rhétorique-là, elle fait fi, comme j'ai expliqué, du fait que oui, certes, par exemple, Steve Jobs, à la base, il fait partie de la petite bourgeoisie, voire de la classe moyenne, c'est-à-dire ses parents, en fait, son père était un technicien électronique d'assez bon niveau, qui avait commencé dans la mécanique, qui habitait dans une banlieue pavillonnaire plutôt sympathique de la Silicon Valley. Voilà, classe moyenne, effectivement, et on a tout un ensemble d'exemples comme ça. Ça n'empêche que, encore une fois, on a des capitaux de départ. Si vous êtes un paysan d'Afrique subsaharienne qui a accès ni à l'eau ni à l'électricité, ça va être dur pour devenir le nouveau Steve Jobs. Ça va être très difficile. Et ça, encore une fois, les personnes qui résistent à cette critique, il faut les mettre face à ça. Vous avez des libertariens qui disent non, tout le monde, dans le monde entier, est en capacité de... Ben, pour qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait des routes, faut qu'il y ait une infrastructure, faut qu'il y ait de la logistique. Ça demande des investissements considérables, il faut qu'il y ait un État fort. Si vous êtes entrepreneur dans un État où il y a une guerre civile tous les 5 ans, où votre usine peut être occupée très rapidement, où vous pouvez vous faire assassiner très rapidement, c'est le cas dans plusieurs pays du monde, hein. Bon, c'est difficile. Ce qui explique d'ailleurs par ailleurs hein, que oui, ceux qu'on va employer principalement, c'est des Chinois, des Bangladais, et pas des Soudanais. Pourquoi? Pourtant, les Soudanais sont moins chers. Hein. Oui, ben non, il faut des infrastructures, il faut un État fort pour faire régner l'ordre derrière. Bref, je digresse un peu sur une autre partie de ta question. Les grands hommes, effectivement, pareil, dans l'idéologie politique actuelle, c'est on a un nouveau candidat à l'élection présidentielle, il est jeune, il est beau, il est compétent, suivons-le, peu importe les idées. On ne sait pas trop sur quel programme il va se faire élire, ni gauche ni droite en même temps, etc. Oui, effectivement, ça participe plus largement de l'idée du grand homme. C'est-à-dire, notre espérance, on la met dans un chef qui nous est supérieur et qui va nous indiquer la voie. Et ça peut faire dire que mon unité de mon échelle, là, elle n'est pas forcément la bonne, puisque finalement, le grand entrepreneur, c'est simplement une déclinaison contemporaine du grand homme. Et effectivement, c'est le cas. Si vous comparez, vous voyez, tous les mythèmes, toutes les thématiques que j'énonce dans mon livre, vous les retrouvez, par exemple, dans des récits dédiés à Napoléon et à d'autres figures historiques. Voilà. Chaque élément, vous le retrouvez. Le créateur, le visionnaire, etc. Je ne vais pas trop prendre de temps pour vous expliquer en quoi. Non, puis ce serait bien que les gens lisent le livre parce qu'il est vraiment bien. C'est ça. Et ça prendrait vraiment trop de temps. Mais voilà, il y a énormément de correspondances. Mais il ne faut pas se dire pour autant, voilà, c'est de tout temps, c'est normal, il n'y a aucun souci. Déjà, l'anthropologie nous montre que toutes les sociétés humaines n'ont pas été organisées de la même manière et n'ont pas donné autant d'importance au chef. Hein. Le chef, dans certaines civilisations, c'est quelque chose de temporaire. Ça ne lui donne pas le droit à accaparer plus de richesses et de pouvoir que les autres, simplement un rôle temporaire. Bref, mais au-delà de ça... Et si vous voulez creuser cette question, David Graeber, David Wengrow, au commencement était... voilà, c'est parfait. Et au niveau des ressemblances, on peut se dire, bon voilà, l'homme d'État, le grand homme dans le roman national français... Et le grand homme dans le mythe de l'entrepreneur contemporain, on peut se dire, finalement, c'est la même chose, c'est une répétition. Il faut comprendre, quand vous êtes face à un mythe qui justifie et qui assoit un pouvoir, quel est ce pouvoir, et donc quelles sont les valeurs qui sont mises en avant à travers ce mythe. C'est pas les mêmes. Le roman national français de la fin du 19e siècle, ce qui est mis en avant, c'est le sacrifice guerrier pour la patrie et l'exaltation du martyr chrétien.
Ça varie selon les figures, hein, mais c'est ça principalement. Aujourd'hui, le héros entrepreneurial dans l'idéologie néolibérale, c'est quelqu'un qui se prouve et s'éprouve à travers le marché. C'est quelqu'un, en fait, qui réussit à conquérir le monde grâce à son talent, sa vision, sa puissance créatrice, etc. Donc c'est pas le même dessin. Et d'ailleurs, et c'est le grand déficit de la gauche actuelle, hein, c'est-à-dire que, et c'est un vieux débat aussi entre communistes, socialistes, anarchistes, est-ce qu'on doit célébrer des héros à gauche, etc., ou au contraire rester dans une forme de célébration anonyme de la masse. Il y a des façons de célébrer autrement. Moi, il y a un truc qui me fait réfléchir pas mal en ce moment, c'est que vous avez l'industrie du développement personnel, entrepreneurial notamment. Pourquoi le milieu entrepreneurial est très fort? Parce qu'il est porté par l'industrie du développement personnel entrepreneurial. Vous avez plein de coachs en ligne qui développent des tas d'idées comme ça, enfin qui colportent ces idées. Vous prenez Oussama Ammar, par exemple, tout ce que je viens d'expliquer, tous ces mythèmes, il les exploite, il les développe. Il va lui aussi puiser dans la vie des saints, hein, chez Steve Jobs, chez Bill Gates, pour justifier ses opinions sur la marche à suivre, les affaires, etc. Euh, c'est important le développement personnel au sens de développer sa propre sagacité, sa discipline, son sens du travail. Mais dans le cadre actuel, tous les ouvrages qui vous incitent à faire ça ont un fond d'idéologie néolibérale et une représentation du monde très capitaliste. Lisez, par exemple, les carnets et les écrits de Che Guevara, par exemple. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce que ça doit être un homme. Du point de vue du travail, du point de vue de l'excellence intellectuelle, du point de vue du rapport au monde et aux autres. C'est du développement personnel en quelque sorte. C'est développer son individualité, être meilleur, etc. Et voilà, il y aurait, j'appelle aux bonnes volontés, je me mettrai peut-être un jour, il y aurait un ouvrage de développement personnel à écrire à travers ce qu'en ont dit Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara et d'autres. Et là, vous voyez que, ah oui, effectivement, c'est des gens qui vous donnent des conseils très intéressants pour être meilleur, mais c'est pas dans le même objectif et ça sert pas les mêmes intérêts. Ouais, on n'est pas dans une logique de performance. De performance pour le profit individuel. Oui, de performance dans une logique de compétition. C'est ça. Et c'était marrant. Quand je vivais au Vietnam, il y avait un mouvement qui se mettait en place, qui utilisait en fait la culture locale et notamment en fait, le yoga, la respiration, toute la culture bouddhiste, mais qui avait été reprise en fait dans une logique de compétition et d'ultra performance en fait, où on était vraiment dans l'utilitarisme de cette pratique, non pas sur une logique de bien-être, mais vraiment d'être meilleur pour gagner plus vite, plus fort que les autres. Et c'était assez déroutant de voir le développement du néolibéralisme au Vietnam de manière très, très vive à ce moment-là. Il y a un autre point avant qu'on revienne sur un peu les réalités sur le fonctionnement d'Apple que tu as abordé aussi, c'est sur la perpétuation en fait du mythe. On en a dit deux mots, mais quelle place en fait justement pour des gens comme Oussama Ammar, les médias, le soft power, le cinéma, l'industrie culturelle en fait, comment est-ce que ce mythe est perpétué, tu vois? Parce qu'au final là, on est en train de le déconstruire, enfin de le détricoter, on indique que en fait non, ça marche pas. Pourtant il est perpétué en permanence. Et de quelle manière? C'est quoi le rouleau en fait qui se met en action? Alors, tous ces discours, ces représentations sont produites à partir d'une relation symbiotique entre des journalistes et des entrepreneurs, des célébrités entrepreneuriales. Si vous prenez la liste des gens, les entrepreneurs les plus puissants, les plus riches au monde, vous remarquerez bon nombre d'entre eux ne vous évoqueront rien, vous ne les connaissez pas. Parce qu'effectivement, tous les entrepreneurs à succès ne sont pas des célébrités entrepreneuriales. Ça, c'est un modèle économique particulier, c'est une tactique ou une option particulière. Quand vous êtes Steve Jobs, vous êtes Elon Musk, vous misez sur votre célébrité entrepreneuriale pour développer un capital de marque personnel, pour construire en fait un capital symbolique et le transmettre à vos entreprises. Comment vous faites ça? En fait, vous allez avoir un réseau un peu clientéliste de journalistes. Encore une fois, ça je détaille comment dans l'ouvrage. Et il va falloir travailler le storytelling, le charisme, être un bon narrateur. Pareil, ça c'est pas donné à tout le monde. Hein. Zuckerberg a eu beaucoup de mal avec ça. Hein. Voilà. Ils ne sont pas tous dotés de ces capacités fascinées d'être des agents de fascination charismatique.
Il faut être en capacité de développer ses relations avec ces journalistes pour avoir la une du Time, du Wall Street Journal, etc. Conséquence de ça, on fait parler de son produit et de son entreprise, ça donne de la publicité gratuite, ça crée de l'investissement. Et Apple, c'est ça. Hein. Enfin, les années 70, ils étaient avec McKenna, un consultant en relations publiques. Ils ont créé très vite le mythe du garage avec voilà, Steve Jobs et Steve Wozniak, deux gamins qui créent une entreprise géniale à partir de rien. Pourquoi ça a marché et pourquoi Apple a eu très rapidement un très grand capital de marque? Parce qu'ils avaient un très bon conseiller en relations publiques qui leur a fait le tour de tous les magazines de la côte Est. Et ils ont pu incarner leur entreprise, voilà, deux jeunes chevelus à pieds nus qui lancent leur entreprise de micro-informatique, là où en face les concurrents étaient des entreprises anonymes. Voilà, capital symbolique, capital de la célébrité qui va se diffuser comme ça et qui peut se monnayer. Alors ça, c'est une première chose. Hein, et tout au long, pour faire prospérer et s'accroître ce mythe, vous avez par exemple Steve Jobs qui a employé un biographe qui s'appelle Walter Isaacson, qui est le plus grand biographe, le plus grand au sens commercial des États-Unis. Il a repéré comment? C'est quelqu'un qui avait déjà fait des best-sellers autour de Benjamin Franklin, Einstein, Léonard de Vinci, des génies. Et donc il s'est dit, voilà, je le contacte pour qu'il fasse ma biographie. Il savait qu'il était pas loin de la mort, qu'il était gravement malade. Après quelques péripéties, Isaacson a accepté. Et aujourd'hui, le canon, c'est-à-dire la vie de Steve Jobs, le best-seller, c'est le Steve Jobs de Isaacson, que vous pouvez acheter sous la forme d'un pack, le pack des génies avec les 4 bouquins, Benjamin Franklin, Einstein, Vinci et Steve Jobs. C'est merveilleux. Et maintenant, d'ailleurs, il s'est un peu cassé les dents parce qu'il a fait Elon Musk juste avant qu'Elon Musk prenne son virage à droite tout et soit un peu moins cool. Mais bon, bref, il est passé sur Elon Musk. C'était la suite logique pour ce producteur de biographie hagiographique. Qu'est-ce qu'il fait à Isaacson dans son ouvrage? En fait, il fait ce que font tous ses collègues, du copier-coller. On collecte tout ce qui a déjà été écrit sur Steve Jobs et on fait sa sauce. Ce qui fait que c'est très intéressant quand vous avez une anecdote sur Steve Jobs. Voilà, il est génial parce que quand il était petit, il a fait ceci, cela. D'où ça vient ces citations, d'où ça vient cette anecdote? Vous remontez le fil des citations, vous vous rendez compte que ça se copie-colle de biographie en biographie, et à la source, il y a un article du Time de 82 que personne ne remet en cause. Et à la source de cet article du Time de 82, qui a soufflé l'information? C'est Steve Jobs lui-même. Ou les relations presse, les relations en communication, les services de communication d'Apple. Donc, on a du storytelling entrepreneurial qui est repris comme ça, sans aucun esprit critique. Et si un historien voulait procéder autrement, être un vrai historien, un vrai biographe historien, et vérifier tout ça, il faut qu'il ait interviewé des gens. Et mieux, il faudrait qu'il ait accès aux archives d'Apple. Le gros problème des business historiens, des historiens des affaires, c'est qu'on n'a pas accès aux archives des entreprises privées. C'est chasse gardée, on ne sait pas. Il y a des tas de choses qu'on pourrait apprendre sur des tas d'entreprises qui ont 100, 150 ans, L'Oréal, Coca-Cola, etc., on ne le saura pas parce qu'en fait, il n'y a pas de droit à être informé sur tout ça. Ce sont des archives privées, des propriétés privées. Alors par déduction, on peut recouper tout un ensemble de choses, on peut faire parler des gens, etc. Mais de toute manière, ceux qui font prospérer le milieu d'entrepreneur, c'est pas leur objectif, c'est pas leur business en fait. Hein. Quand vous êtes un biographe et que vous vivez de la biographie, il faut sortir du produit. Donc il ne faut pas prendre plus de quelques mois pour écrire votre ouvrage, donc il faut faire la compilation. Vous avez quelqu'un, par exemple, je vais dénoncer, c'est pas beau, je vais le citer, mais quand même là c'est énorme. Luc Marie, il a écrit, si je me rappelle bien, j'écorche peut-être son nom, hein, il écrit des biographies qui se vendent dans les points relais, qui se vendent massivement. Il en écrit sur Elon Musk, il en écrit une à plusieurs par an, et il en écrit sur la famille royale russe, sur Lénine, sur Elon Musk, il écrit sur n'importe qui. Il n'y a pas besoin de compétences, hein, il n'y a pas besoin de savoir historique, il n'y a pas besoin d'avoir bossé pendant 15 ans le contexte historique national, industriel, etc. On compile des articles, on fait son jus à partir des ouvrages qui ont déjà été, et des articles qui ont déjà été publiés. Et c'est comme ça que ça se diffuse. Et dernièrement, ce qui change, c'est qu'en plus de toute cette littérature, on a sur les réseaux sociaux des gros pourvoyeurs et recycleurs de mythes, hein, mais qui ne font que aussi copier-coller tout ce qui se dit. À leur sauce, ce sont les coachs en développement personnel qui ont un modèle économique où ils doivent eux-mêmes être des personnages charismatiques, fascinés, pour ensuite pouvoir facturer 50 € lors de conférences privées. Et voilà, ça peut être très très rémunérateur. Et eux aussi colportent la vie des saints. Eux aussi font des épisodes où ils parlent de Steve Jobs, d'Elon Musk, etc.
Voilà, et ils contribuent au bruit, et ils se surajoutent en fait aux dispositifs médiatiques qui étaient déjà là. Ce qui est intéressant aussi dans un peu ce business model de l'entrepreneur célébrité qui est une marque personnelle pour son entreprise, c'est que, alors j'aimerais bien savoir ce que tu en penses par rapport à l'historique en venant de Carnegie, Rockefeller, ça, mais moi la manière dont je le vois aujourd'hui dans la Silicon Valley, pour l'avoir vécu aussi à Berlin avec les startups de la tech, mobile, etc., où moi j'ai bossé dans un incubateur où vraiment c'était la politique mise en place, enfin la stratégie mise en place par le fondateur de Hitfox où je travaillais, mais dans une perspective en fait de levée de fonds et de lever beaucoup de fonds sur rien. Et en fait c'est ça qui était aussi très très important, c'est que étant donné que on est dans des logiques de start-up avec beaucoup de risques et finalement une valeur qui est quand même très obscure sur la réalité matérielle du produit, de sa viabilité, sa rentabilité, etc. En fait, il faut créer une espèce d'engouement pour réussir à lever des fonds de manière permanente et attirer en fait ces fonds à nous. Alors je ne sais pas si c'était déjà le cas en fait ou pas au 19e ou non, mais ouais, c'est quelque chose pour moi qui était vraiment très, très important aussi. Ça fait vraiment partie de cette stratégie-là, quoi. Ouais, ça s'accentue quand même pas mal dans la deuxième moitié du XXe siècle avec financiarisation de l'économie et distinction entre la gestion, le management, la possession, la possession du capital, hein. Parce qu'effectivement, il faut faire appel à des fonds d'investissement, à des investisseurs, des financiers, etc. Et ça, c'est quelque chose que la science de gestion a pas mal montré sur les travaux qui sont réalisés sur la narration en entrepreneuriat. Il y a des ethnologues qui ont suivi des ethnographes plutôt, qui ont suivi des entrepreneurs. Et ils ont écouté comment ils parlaient de leur entreprise face à des fournisseurs, face à des clients, face à des investisseurs. Okay. En fait, on se rend compte que le noyau, c'est toujours à peu près le même. La vision, je veux devenir le Uber de ceci, je veux Uberiser cela, voilà, il y a des grands clichés dans les années 2010 là-dessus. Mais à côté de ça, on n'a pas tout à fait la même posture, on ne dit pas les mêmes choses aux mêmes personnes. Et ça fait partie de la compétence de l'entrepreneur / leveur de fonds. Et effectivement, ça se base sur du vent, de l'intuition. Ça peut se baser sur du vent et de l'intuition, ça dépend du financier derrière. Mais une affaire qui est symptomatique par rapport à ça, c'est Elizabeth Holmes avec l'affaire Theranos, qui commence à être pas mal connue. Il y a eu pas mal de séries, tout ça. Qui ouvre d'ailleurs ton livre. Voilà, effectivement, qui en fait est quelqu'un qui allait au bluff toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle a vendu un produit qu'elle n'avait pas, hein, c'est-à-dire un produit révolutionnaire pour baisser les coûts et être en capacité de faire des tests sanguins très rapidement avec une goutte de sang prélevée, voilà, qui en fait aurait annihilé et rendu complètement caduque tout un pan de l'industrie pharmaceutique et médicale. Et donc voilà, la disruptrice, qui est intéressante aussi à un niveau symbolique parce qu'elle s'est énormément imprégnée de la mythologie entrepreneuriale, elle imitait Steve Jobs en bonne partie, enfin bref. Encore une fois, je renvoie au livre et au documentaire aussi, un excellent documentaire de Gimlet sur elle, vraiment très très bon. Voilà, la précocité géniale, le progrès, voilà, tout est là. Et en fait, elle a tenu comme ça une dizaine d'années à lever des fonds, à dépenser ses fonds dans la recherche en se disant voilà, ça va finir par payer. Encore une fois, le mantra particulièrement sain dans ce milieu, fake it until you make it. Alors parfois on le fake et on n'y arrive jamais, et là on risque la prison. Et c'est ce qui lui est arrivé, hein. Elle était condamnée en justice. Voilà, et c'est très représentatif de ça, du fait que il faut exercer un pouvoir de séduction sur des financiers. Et encore une fois, ça illustre encore une fois le fait qu'on est héritier d'une situation. Allez trouver des milliardaires, des millionnaires pour financer des gens. Si vous êtes en périphérie, dans les zones périphériques du monde, il faut avoir accès à des soirées, il faut avoir accès à des réseaux, il faut être présenté à des gens. Voilà. C'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Donc déjà, si on fait déjà partie d'une certaine bourgeoisie qui a accès à ces réseaux, même si c'est pas forcément une bourgeoisie industrielle, qui a accès à des écoles qui mettent en réseau. On sait que toute l'industrie des écoles de commerce aujourd'hui fleurissent pour pallier à la destruction de l'université publique. C'est ce que promettent les universités, c'est-à-dire vous n'avez pas de réseau, vous êtes un étudiant laborieux, venez chez nous, on vous offre une éducation, mais bon, ça c'est subsidiaire, c'est pas très important. On vous offre surtout un réseau. On vous ouvre le portefeuille des stages dans des grandes entreprises, vous allez rencontrer des gens. Bon voilà, ça se monnaie. Qu'est-ce que
les étudiants en école de commerce achètent, ils achètent l'accès à un réseau. C'est très intéressant en termes de reproduction. Ça s'achète, il y a des passe-droits, il y a des gens qui auront accès, il y a des gens qui n'auront pas accès. Et si vous n'avez pas accès, vous voulez avoir accès, ben vous avez des gens qui ont leurs parents qui sont dans le milieu, il y a des gens qui ont des parents qui ne sont pas dans le milieu, ben, il va falloir payer un service qui sera plus ou moins de qualité d'ailleurs. Je vous paye l'entrée, la possibilité d'entrer dans ce jeu de séduction et de réseautage. Voilà, à nouveau, je digresse un peu, mais encore une fois, ça, c'est à comprendre dans l'héritage. Et j'aimerais maintenant peut-être rapidement, parce que pareil, tu en parles beaucoup dans le livre, on va pas faire tout le bouquin là ce matin, mais un peu parler de l'envers du décor, notamment d'Apple, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très méconnu en fait. Tu vois, dans l'image qu'on s'en fait, on pense pas où est-ce que Apple produit. En fait, tu vois, c'est la Silicon Valley, San Francisco, le smartphone, super produit, beau, etc. L'impression qu'ils sont tous dans des labos blancs, tout le monde est smart, bright, c'est super. Et en fait, pas vraiment. C'est toi qui as regardé un peu précisément comment sont produits les smartphones, notamment d'Apple, les ordinateurs, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du réseau, de la chaîne de valeur Apple, en fait, et quelles sont les conditions? Alors, concernant cela, c'est intéressant déjà de relever que très longtemps, la tech, la micro-informatique, l'électronique, c'est considéré que c'était propre. Parce qu'effectivement, on n'est pas dans la graisse de moteur. N'empêche que c'est extrêmement polluant. Pour faire des semi-conducteurs, il faut beaucoup d'eau, par exemple. Voilà, on manipule des métaux qui sont eux-mêmes très polluants. Et il n'y a que récemment que l'on s'est rendu compte que c'est très polluant, notamment aussi du point de vue de l'infrastructure pour les données, la circulation des données. Ça commence à être beaucoup plus connu, mais ça a pris du temps. Donc on a effectivement cet imaginaire comme ça. Et ce qui est intéressant du point de vue électronique, quand on analyse l'industrie de la micro-informatique, de l'électronique dans les années 80-90, on se rend compte qu'on célèbre des gens qui ne sont pas les producteurs des objets qu'ils vendent. Et effectivement, qu'est-ce qu'a fait Apple depuis le tout début? Comme toute l'industrie électronique, Texas Instruments et d'autres, en fait, très tôt dans les années 60-70, ils ont commencé à délocaliser. Dans les Philippines, notamment. Pourquoi les Philippines? Les Philippines, c'est très intéressant. C'est une ancienne colonie états-unienne. Alors, les Américains ne disent pas qu'ils ont des colonies. Porto Rico, les Philippines, Haïti, Cuba, ça n'a jamais été des colonies américaines. Quand vous creusez l'histoire des pays, ça a été des protectorats. Ouais, je crois que c'est même racheté en tant que colonie. Mais j'ai passé 6 mois aux Philippines aussi. C'est d'abord espagnol, c'est 1898. Oui, c'est ça. Et c'est jusqu'à tard, je crois que c'est 65. L'Empire américain s'est construit sur les ruines de l'Empire espagnol. Cuba, c'est pareil. Mais c'est au même moment d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. C'est suite à la guerre américano-espagnole qu'ils récupèrent ça. Ouais. Il y a le Mexique aussi. Enfin, on peut considérer tous les États du sud des États-Unis comme des colonies prises sur le territoire mexicain. Enfin bref. Ils vont dans ces pays-là, donc Philippines c'est intéressant, on a des travailleurs pauvres, il y a un État qui est relativement fort, donc les travailleurs sont éduqués, ils savent lire, écrire, compter, ils ont des formations techniques, ils ont des ingénieurs, en même temps ils sont très pauvres, le coût de la main-d'œuvre est très bas, et ils sont anglophones, c'est très pratique, il y a des réseaux qui sont déjà là. Dans les années 2000, 78, vous avez l'ouverture de la Chine, l'industrie électronique se développe dans les années 80-90. Dans les années 2000, vous avez des grandes entreprises hongkongaises qui vont investir pour exploiter le prolétariat chinois, encore une fois très peu coûteux. Donc vous avez des empires qui se créent comme Foxconn. Foxconn, au moment en fait, où les iPhones paraissent, c'est Foxconn qui va remporter les contrats et qui va être le principal producteur d'Apple, qui va le devenir. Et ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que vous avez des usines géantes qui sont capables d'encaisser les fluctuations de la demande. Les iPhones, on a des nouveaux iPhones qui sortent sans arrêt, on a des pics de vente au moment des fêtes. Il y a une saisonnalité de la demande dans toutes les industries, dans le textile c'est pareil. Donc il faut encaisser cette saisonnalité. Et quand on est un entrepreneur capitaliste, un capitaliste industriel, mais vous ne pouvez pas, dans les règles du jeu capitaliste, embaucher suffisamment d'ouvriers pour tenir les productions au moment les plus hautes, au moment des plus fortes saisons. Il faut être capable de se séparer de 10, 20, 30, 40% de sa main-d'œuvre régulièrement. Donc vous avez besoin d'États forts derrière qui sont capables d'enrégimenter des centaines de milliers de travailleurs. Le plus performant de ces États aujourd'hui, c'est la Chine. Donc voilà, d'où le fait que toute l'industrie, la production électronique est là-bas.
même s'il y a des bouts un peu au Vietnam, aux Philippines, etc. Et Apple, en fait, c'est intéressant de relever dans l'histoire de ce qui a changé, en fait, dans l'histoire des entrepreneurs, c'est qu'Apple, du, euh, donc, dans les années autour de 2010, il y a eu un scandale, le scandale de Foxconn. Les auditeurs suffisamment âgés s'en rappelleront, c'est-à-dire que vous avez des travailleurs chinois qui, par protestation, se sont jetés du haut des tours de Foxconn. On a eu une quinzaine de suicides comme ça. Ça a été étouffé au début, puis avec l'accumulation des morts, il y a eu un scandale planétaire. Et Apple a été mis en cause en tant que principal client. Et finalement, un an plus tard, Steve Jobs meurt. Dans les nécrologies, dans la mémorialisation autour de sa personne, Foxconn, il n'a rien à voir avec Foxconn. Et effectivement, il n'a rien à voir avec Foxconn. Lui, c'est un créateur. Il est là pour designer, il est là pour imaginer. La façon dont sont produits ces objets, ça ne le regarde pas, ça ne le concerne pas. Alors qu'effectivement, dans les relations économiques, si, ça le concerne. C'est-à-dire qu'il externalise le sale boulot à toute une industrie à l'autre bout du monde. Mais voilà, on a cette particularité du capitalisme dans sa phase actuelle, la plus achevée, avec une mondialisation des chaînes de valeur. On peut d'autant plus difficilement accuser une marque d'exploiter le travail des Ouïghours. Il y a tellement de médiation. C'est-à-dire que c'est des usines qui sont alimentées par des travailleurs ouïghours, enrégimentés par le gouvernement chinois, usines qui ont des carnets de commandes extrêmement diversifiés et qui donc alimentent des dizaines de marques, produisent pour des dizaines de marques, donc dilution de la responsabilité. Voilà, il y a tout un ensemble de phénomènes avec la mondialisation des chaînes de valeur. Par contre, reprenons un scandale similaire, même si bien assez différent du fin du 19e siècle, Carnegie, Carnegie c'était un grand casseur d'ouvriers, un grand casseur de syndicats et de grèves. Il cherchait à baisser les coûts, à casser les syndicats. Le mouvement syndical était extrêmement puissant par rapport à ce qu'il est devenu. Fin 19e siècle, aux États-Unis, on avait notamment des syndicalistes anarchistes, poseurs de bombes. Il y avait une vraie lutte de classe, au sens de guerre de classe, confrontation de classe, et un prolétariat bien plus organisé et puissant qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, Carnegie, circulant comme ça en tant qu'élite mondiale, faisant du tourisme un peu partout, retournant faire de la chasse en Écosse, etc., gouverner à distance, et un de ses lieutenants, il lui a fait casser une grève, la grève d'Olmsted, qui est un des grands moments de l'histoire ouvrière américaine, où il y a eu des échanges de feu et il y a eu des ouvriers tués. Ouvriers qui ont opposé une résistance parce qu'ils occupaient leur usine et on a essayé de les déloger, c'est-à-dire les hommes de main de l'entreprise et les shérifs locaux. Ils ont opposé une résistance. Encore une fois, ça c'est une grande constante dans l'histoire ouvrière, l'histoire des luttes ouvrières. À qui est l'usine ? En tant qu'ouvrier, vous débrayez, vous arrêtez la production, c'est votre usine, vous restez là. Les deux puissances coalisées que sont l'État et le capital vont venir vous déloger par la force. Parce que c'est là qu'est le nerf de la guerre, contrôler la production, bloquer la production. Voilà, ils se sont fait massacrer. Et stratégie classique antisyndicale, ils font la grève, on les laisse mourir de faim. Nous, on a du capital, donc on revient 6, 8 mois, 1 an plus tard pour ouvrir l'usine, réembaucher tous ceux qui sont prêts à revenir, à moitié prix, en cassant les syndicats par ailleurs, etc. Par contre, là, la différence avec Steve Jobs, c'est que là, on a un rapport plus direct à l'usine. C'était ses usines. Et ces usines, elles étaient aux États-Unis. Même s'il y avait des médiations des hommes de main, il a essayé de se défausser en disant moi j'étais pas là, c'est mes lieutenants, ils ont mal agi, ils ont pas respecté mes consignes. Les historiens ont montré que s'il était parfaitement au courant et il a commandité ces massacres, enfin ces confrontations tout au moins. Il essayait de se défausser. Il n'y est pas arrivé, ce qui fait que dans la mémoire collective américaine, même si elle a été bien ripollinée depuis, il est célébré comme un grand entrepreneur, mais à son époque, et encore un peu aujourd'hui, comme un massacreur d'ouvriers. Et les caricaturistes se sont donné à cœur joie pour l'illustrer en train de en fait, faire les poches à un ouvrier de la main gauche et lui offrir des petites bibliothèques et faire de la philanthropie de la main droite. Pareil, un grand classique de la classe capitaliste depuis 150 ans. Voilà, l'hypocrisie passait moins bien. Aujourd'hui, c'est pas tant que... comment dire, c'est pas tant que... alors, ils sont meilleurs en relations publiques, ils sont mieux conseillés, etc., mais la structuration du marché joue pour eux, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, ils captent la valeur, c'est ce qu'on appelle la smile curve en économie, c'est-à-dire que la valeur, elle est dans le design
dans le patenting et dans le marketing, il se concentre là-dessus. Toute la production, il externalise, il y a peu de valeur à créer, il externalise à l'autre bout du monde, là où on exploite un prolétariat à bas coût. Et au final, c'est des mondes qui ne se rencontrent pas. On peut avoir les mains propres et la conscience tranquille. Bon, ça fait un petit moment là que du coup on discute, mais avant de te laisser tranquille, j'aimerais qu'on aborde une dernière question un peu en ouverture, qui est sur se défaire du mythe. Bon, je pense que a priori à ce moment-là de la discussion, on est à peu près convaincu que c'est un mythe, que voilà que c'est construit, que ça ne reflète pas la réalité en fait. Toute cette narration autour de l'entrepreneur et notamment Steve Jobs. Et tu disais tout à l'heure, en fait, il y a des biographes qui reprennent des idées reçues, on le sait, et c'est pas nouveau. Par exemple, David Graeber, dans Dead 5000 ans d'histoire, explique comment, en fait, toute l'idée du développement des sociétés marchandes et du marché par Adam Smith dans La richesse des nations est fausse, est une expérience de pensée qui pourtant encore aujourd'hui est colportée. On prend Schopenhauer, il y a 150 ans, il dit exactement la même chose dans L'art d'avoir toujours raison, sur le fait que malgré le détricotage des mythes, des idées reçues qui sont colportées parce que en fait, les gens ne se sont pas posé des questions, on a beaucoup de mal en fait à faire jaillir la vérité et à sortir du mythe. Et bon, alors ça c'est un peu déplorable, parce que du coup on se dit comment on fait, c'est-à-dire qu'on a beau être là, crier la vérité, convaincre peut-être certaines personnes, d'une part le mythe va continuer à perdurer, et pire encore, c'est-à-dire que même nous, on va finir par potentiellement se raccrocher au mythe derrière et ne pas forcément réussir à le sortir de notre esprit. Et en fait, c'est même une lutte intérieure permanente d'essayer de se dire ah oui, non, mais attends, c'est vrai, là, je suis à nouveau dans le mythe, quoi. Et du coup, comment on fait? Est-ce que tu as des clés? Est-ce que tu as réfléchi un peu à ça? Alors ça, effectivement, c'est la puissance de l'idéologie. Le fait de régner sur l'impensé, les associations automatiques, etc., le bain culturel. Donc, le fait qu'il ne faut pas négliger, par exemple, la possession par quelques fortunes de la presse d'influence en France. On pourrait se dire, bon, au final, les journaux qui les lient encore, etc. Tout ça est une caisse de résonance qui est alimentée, qui va dans le sens de certains intérêts, qui a, comme on dit aujourd'hui, alimente des narratifs qui en fait soutiennent des représentations des associations logiques, des associations d'idées, qui encore une fois servent certaines politiques. Pour être très concret, quand vous imposez le mythe de l'entrepreneur, conséquence, vous pouvez très bien dire derrière, il ne faut pas imposer les riches, parce qu'ils méritent leur succès, et c'est eux qui créent de la valeur. Sans eux, on n'est rien, on n'arriverait pas à produire. Ça permet à des tas de gens de dire, cet entrepreneur-là, il a créé 15 000 emplois en France. Non. Il y a 15 000 travailleurs qui enrichissent cet entrepreneur. C'est pas la même logique, ça va pas dans le même sens. Et alors, bon, ça, effectivement, les quelques personnes qui sont un peu informées et qui s'alimentent à des sources critiques, vous avez des gens qui répètent ce genre de constat, ce que je viens de dire, par exemple, Bernard Friot le dit souvent. Mais c'est des petits ghettos médiatiques qui ont très peu d'impact. Et c'est là la limite, effectivement. C'est-à-dire que quand vous avez du capital, vous êtes en capacité d'investir ce capital dans des médias et de convertir votre capital économique en capital symbolique, politique. Et de renforcer vos idées dans la tête même des gens que vous êtes en train de dominer. Et avoir ça, c'est quelque chose que je constate. Je n'ai pas de solution par rapport à ça. Parce que c'est un mécanisme, on peut se dire, bon, dans les pays riches, ça fonctionne très bien, puisque au final, ça reste à peu près possible. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes français, vous êtes assez dépourvu de capitaux en France, il y a quand même tout un ensemble d'infrastructures, il y a un reste d'État social qui vous permet effectivement, sans trop vous illusionner, de connaître une ascension sociale, et d'éventuellement faire des affaires, etc., et de passer des classes populaires à la petite bourgeoisie, par exemple. C'est tout à fait possible, même si statistiquement, c'est pas la norme. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins le cas.
Et pour autant, ces discours peuvent être aussi assez forts, assez importants. Parce que c'est la matière à rêver, elle est là, hein. Les modèles qu'on nous présente et qui sont colportés sont là. Alors, c'est le grand défi, et bon, c'est une banalité de le dire, la gauche radicale se dit toujours, voilà, comment inventer un contre-imaginaire, comment opposer nos valeurs à travers d'autres récits. Alors déjà, il y a une limite structurelle, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, à partir de là, vous pouvez créer des récits alternatifs, ils ne sont pas portés. Par exemple, vous avez deux médias alternatifs en France qui sont Blast et Le Média. Notamment Blast, ils produisent un contenu de très bonne qualité. Ils n'ont pas accès aux chaînes hertziennes. Voilà, ça, il faut des capacités politiques et financières qu'ils n'ont pas. Ils seraient en mesure de se lancer. Ça serait une chaîne qui, en termes de capacité de séduction et en termes de soft power, en termes de diffusion des idées, pourrait tenir la dragée haute très clairement à des chaînes comme UFM TV sur un logiciel qui est rigoureusement inverse. Non, ils sont dans les marges. Ils ne font pas partie du pouvoir. Et parce que ce qui travaille comme imaginaire, justement, va à l'encontre de certains intérêts dominants, quoi. Donc il y a des limites structurelles comme ça. Et donc moi, personnellement, je ne sais pas, je sais pas comment s'y prendre. Et pour moi, c'est limites comme je vois comme étant assez indépassables. Ce qui pourrait se passer, encore une fois, là, je me hasarde à des idées. Hein, je sors vraiment de mon rôle de chercheur, là, je vous donne mon opinion. Ce qui peut être déclencheur, c'est quand il y a des contradictions insoutenables. Quand vous avez un pays qui s'appauvrit, des gens qui ont faim, des gens qui ont froid, c'est très difficile ensuite de leur vendre l'entrepreneur quand même. C'est-à-dire qu'ils ont pu y croire, à un moment ils ont froid, ils ont faim. Donc ils sont un peu plus insensibles au bullshit et à ce genre de rêverie. C'est-à-dire ils sont un peu plus insensibles à ceux qui leur disent, ils s'adressent à eux pour leur dire non mais nous on va organiser une société où l'alimentation, le logement, ça sera des droits inaliénables de l'individu. Et on va le faire en prenant possession du foncier, des moyens de production. Voilà. Les masses populaires peuvent être plus réceptives à ça. Et encore une fois, hein, c'est pas forcément évident. Quand, par exemple, Castro et Guevara sont arrivés à Cuba, il ne faut pas s'imaginer qu'ils étaient tous communistes, les paysans pauvres. Pourtant, ils faisaient partie de la population parmi les plus pauvres de la planète. Ils avaient faim, ils étaient malades, il y avait un taux d'analphabétisme et une mortalité énorme. Et pourtant, la population était assez largement anticommuniste. D'où le fait que dans sa stratégie, Castro, par exemple, a longtemps dissimulé, alors on ne sait pas s'il a dissimulé ou s'il n'était pas marxiste à l'époque, mais il a longtemps dissimulé ses accointances avec le parti communiste, son frère Raoul était communiste, pour ne pas effrayer la population. Et petit à petit, ils ont séduit. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, la population est lasse, etc. Bon, ça, je laisse les gens leur opinion là-dessus. Le fait est que pendant 10 ans, la population était derrière eux, a soutenu, a bénéficié de la collectivisation, de services publics, de santé, une alphabétisation, d'inalphabétisme qui a été réglé en quelques mois, en quelques années, et a adhéré à la Révolution et l'a soutenu massivement au moment du tentative de débarquement de la baie des Cochons. Quand vous avez un peuple qui n'est pas derrière vous et que vous avez la première puissance militaire mondiale qui se dresse contre vous, ça ne se passe pas de la même façon. Voilà, donc ils ont réussi à construire quelque chose. Je ne dis pas que c'est parfait, et il y a eu des tas de problèmes qui s'expliquent aussi par l'embargo. Et encore une fois, là je digresse d'un point de vue personnel, ce n'est pas mes sujets de recherche, je ne suis pas expert là-dessus, donc je ne voudrais pas aller plus loin, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais ça c'est quelque chose qui m'inspire, dans le sens où, bah oui, les conditions n'étaient pas réunies. Ils partaient à la défaite, et pourtant ils ont réussi à faire quelque chose. Quelque chose qui a été très largement étouffé par l'embargo et le blocus, et donc on ne peut pas prétendre que c'est une réussite, justement parce que quand généralement il y a des mouvements révolutionnaires comme ça, il y a des forces coalisées qui se liguent contre elles, d'où le fait qu'encore une fois il ne faut pas se limiter simplement à ceux qui vous disent non mais regardez les partageux, les socialistes, les communistes, quand ils font quelque chose, ensuite ça se finit en massacre. Ça se finit en massacre parce que ceux qui sont autour veulent reprendre leur propriété et veulent qu'on honore les dettes. Et donc, reprenez toutes les révolutions, quand ils se battent contre des forces extérieures, impérialistes, capitalistes, qui viennent les écraser pour éviter que le bon exemple ou le mauvais exemple se diffuse.
Ça, c'est une constante, encore une fois. Prenez toute l'histoire de l'Amérique latine, c'est constant. Les coups d'État, etc. etc. D'ailleurs, là-dessus, une histoire globale des révolutions, qui est un ouvrage collectif, notamment coécrit par Ludivine Bantini, et c'est une vraie bible sur ce sujet. Vous pouvez aussi lire un ouvrage qui s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine. Grand classique sur l'impérialisme américain en Amérique du Sud, sur tous les coups d'État, les révolutions avortées, etc. Et pour le pendant Amérique du Nord, vous pouvez lire l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, qui explique bien comment on a écrasé tout un ensemble de mouvements de contestation, y compris le mouvement des droits civiques. Voilà, l'histoire des Black Panthers aussi, c'est très intéressant dans les luttes internes. Les Black Panthers, c'était des afro-marxistes, ils étaient communistes. Martin Luther King, c'est peu connu. Vous pouvez lire sa biographie par... non, pas Isaacson, du coup. Comment ? Pas Isaacson, du coup. Non, pas Isaacson. Je vais retrouver son nom, je vous le dirai. Mais en fait, Martin Luther King, c'était un socialiste, en fait. Et il a été écrasé pour ça. Les Black Panthers ont été écrasés littéralement. Ils n'ont été massacrés pour ça. Donc... voilà, bon, je reboucle en disant que voilà, c'est très complexe, il y a une asymétrie extraordinaire, moi qui me rend assez défaitiste, mais le fait est que quand on se penche sur l'histoire, on a comme ça des explosions qui mènent à certaines réussites et à certains renversements. Donc voilà, j'ai pas du tout de solution à proposer. Autre que ce que je fais à mon échelle et qui n'est pas une solution, qui est juste qui est essayer de déconstruire, de critiquer. Et ça a un effet, rien que ça a un effet, ça pousse les gens qui sont du côté de l'orthodoxie et qui ne s'en rendent pas compte, qui sont porteurs de ces idées, à les déconstruire eux-mêmes, à se remettre en question, ou s'ils s'accrochent à ces idées, à aller chercher des informations pour les défendre. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très content de parler à un libéral, un néoclassique, un libertarien, à condition qu'il ait des billes pour me soutenir. Et quand je lui parle de certains épisodes précis de l'histoire nationale de tel ou tel pays, de l'histoire sociale, qu'il sache me répondre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Si j'ai tort, si je fais une mauvaise interprétation des données historiques que j'ai analysées et que j'ai compilées. Voilà, c'est le travail du chercheur de toute manière, mais au-delà de ça, en tant que citoyen, c'est intéressant. Et voilà, et ça permet de faire avancer la réflexion, mais encore une fois, sur les rapports de force concrets, je ne suis pas sûr que de proche en proche, ça a tant d'impact que ça. En tout cas, merci beaucoup Anthony pour cette discussion, et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. À bientôt.